voyons je dirais la force de ce qui existe et voyons la puissance que c'est. Si vous me le permettez, la difficulté en fait que les Imaziren ont à valoriser, il faut se expliquer des mauvaises pensées. Leur propre culture, c'est aussi que jusqu'à une époque récente, ce ne sont pas les Imaziren qui ont écrit sur leur propre histoire, ce sont les autres. Ce que l'on pourrait dire néanmoins, et nous allons avancer dans la conversation autour de cela, c'est qu'une partie de cette culture est aujourd'hui hermétique. C'est-à-dire que lorsque nous voyons des signes sur ces portes, lorsque nous voyons les fibules, eh bien, nous comprenons le sens général, mais nous n'avons plus tout à fait accès à la signification profonde de ces... L'art berbère est une écriture qu'on pourra lire comme on lit un poème. Il y a tout un réseau aussi de signes que moi j'ai appelé le cercle concentrique. Et ça a été très très bien expliqué. Et quand moi je discute avec des dames d'un certain âge ou quand je vais dans des réflexions comme ça, on va dire métaphysiques sur le sens de la vie, elles nous le disent. Elles vous le disent. Elles disent, ma fille, il y a des choses qui nous dépassent. Et là encore, soyons humbles. Il y a des choses dans la vie, la mort, la naissance, ce sont des choses qu'on n'anticipe pas. On peut tomber malade demain, on ne sait pas. Donc dans ces sociétés, tout à l'heure j'évoquais la difficulté on va dire de récolter. Il y avait les sauterelles, il y avait ils m'ont parlé, moi, les gens, de hordes de gens qui venaient réclamer du pain. Ils me disaient, ils arrivaient, ils avaient faim, on ne pouvait pas ne pas leur donner. Ils étaient affamés. Et quand on me raconte ça, je comprends que c'est des années difficiles, des années... Il y a eu, Amrose, on sait, l'année du riz, on sait en 1937, et on sait que ça a réactivé les greniers collectifs. Il y a des années comme ça très dures, où ceux qui avaient mis de côté, ils ont mangé autre chose que ce riz américain qui avait été envoyé pour aider les gens pour qu'ils ne meurent pas de faim. Donc si vous voulez, ne croyons pas que parce qu'il y a tel signe sur la porte, ça veut dire ça. Et n'ayons pas une vision analogique. Ça aussi, c'est une erreur de lecture. On a aussi une façon... Alors, il y a des écritures, des signes qu'on mettait sur les visages, etc., ou à certains endroits, qui étaient des tatouages, qui n'appartenaient qu'à telle ou telle tribu. On a tel ou tel procédé de tapis qui appartenait à telle ou telle tribu. Donc ça va être plutôt le nœud de fabrication, le type de laine, parce qu'ils avaient tel mouton, etc. Mais ne croyons pas qu'on va lire un code, qu'on va lire la pierre de Rosette. Non. Par contre, il faut bien comprendre que lorsque l'artisan, et moi j'avais beaucoup discuté avec des vieux monsieur, Haj Ait Mbark, il est mort en 2002. Mais on a eu j'ai pu discuter avec lui de 96 à sa mort, ce monsieur, il m'expliquait comment il y avait par exemple le mraya, le miroir, le petit miroir. Et au fond, qu'est-ce que c'est? C'est ce fameux œil apotropaïque dont parlent les Grecs qui avale le mal et le renvoie. C'est la méduse, c'est toute cette mythologie que vous connaissez, qui est extrêmement élaborée, mais aussi, quand vous regardez tous ces textes mythiques, vous savez bien que c'est se méfier de l'autre, être prudent, avoir le mot juste, être dans des considérations très terriennes, parce que demain n'est rien, et en même temps être un poète, parce que la vie est précieuse. Et je pense que quand on a ces données-là, qui sont des données tangibles, on est plus proche que de gens qui seraient dans du mythe. Il ne faut pas être dans du mythe. La datation, elle se fera archéologiquement au fur et à mesure qu'on avancera. Laissons nos archéologues œuvrer. Là, par exemple, au Maroc, vous avez sur le site de la famille d'Ibn Toumert, dans la tribu des Urgen, du côté de Taroudant, depuis 2000, je crois, 6 ou 7, des archéologues qui travaillent. Vous avez du côté d'Armat,
Donc, pour toujours, Ahmad, c'est ce qui va donner ensuite naissance à Marrakech, de là où se sont installés les Almoravides pour ensuite créer la ville de Marrakech. On a aujourd'hui tous ces archéologues qui ont énormément travaillé, énormément fouillé, qui commencent à nous donner des résultats. Donc, si vous voulez, faisons confiance à la science, laissons-la apporter et faisons confiance en notre culture en disant elle nous a laissé assez de témoins tangibles dans la langue, dans l'architecture et dans toute cette on va dire, aussi la mythologie, elle n'est pas assez. Par exemple, nous au Maroc, moi ce que je vois actuellement, c'est, et moi je suis architecte, hein, il faut aller filmer, il faut aller recueillir la parole, il faut se dépêcher. Et je me souviens avoir eu des conversations où moi j'écoutais un vieil aveugle qui se souvenait encore de la geste de Temdout Nouaka, qui avait justement été recueilli à la colonisation par certains grands messieurs de la colonisation, et il recueillait cette geste. Et ce vieil aveugle, il me la faisait entendre. Et j'entendais que c'était une mélopée. Et je comprenais qu'elle avait été chantée. Et je comprenais que s'il la chantait, c'était aussi pour s'en souvenir. Et je me disais, mais d'où ça vient? Mais bien sûr que ça vient de très très loin. Mais encore une fois, moi je suis anthropologue, je ne suis pas historienne. Mais il y a si vous voulez, il faut rendre grâce de ce qui est là. Et ne pas croire que, je veux dire, ce n'est pas des civilisations lettrées, ce n'est pas non plus des civilisations de commerçants où là, on a toute une littérature du commerce qui permet ensuite de trouver d'autres choses et qui explique. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que néanmoins, c'est-à-dire que mais on avance. Les peuples imazirones sont engagés, on va dire leur élite en tout cas, est engagée dans un processus d'auto-valorisation, revalorisation, contre des États-nations qui ont cherché pendant des dizaines d'années, et qui cherchent encore pour certains... Ou avec des États-nations. Voilà, nous, c'est dans la Constitution. Voilà, à les neutraliser, et vous comprenez que ces populations sont conduites à justifier leur propre existence, à légitimer leur place dans l'histoire, dans un espace géographique par rapport à un pouvoir. Et simplement, il est tout à fait, me semble-t-il, normal de chercher à se rapprocher le plus possible, le plus proche possible, à se rapprocher le plus possible de la littéralité de cette âme, des significations Vous voyez, des tatouages. Moi, quand je suis attaquée, je ne vais pas voir mes parents pour savoir qui je suis. Je vais plutôt anoblir ce que j'ai. Je vais plutôt voir ce qui est fort dans ce que je possède. Et je vais plutôt considérer ce trésor avec amour. Et je pense qu'on ne construit pas la culture contre les autres, mais pour soi. Et je pense qu'il faut toujours se construire pour soi et non pas contre. Nous, au Maroc, c'est dans la Constitution. Il y a une langue. Moi, je suis tout le temps, sur tous mes chantiers, là je reviens de Aitkin, j'étais à Gadir Ouzrou, j'étais à Akka, j'étais dans toutes ces régions. Mais enfin, on parle en berbère tout le temps. Tout le temps. Mais on ne parle pas qu'en berbère. On parle aussi en arabe dialectal. Et puis, il y a des gens qui parlent encore d'autres langues. Donc si vous voulez, personnellement, je vois que ce qui compte, ce n'est pas de s'ériger des murailles ou de s'ériger, mais de faire des bibliothèques, de travailler, de construire, de sauvegarder, d'accompagner. Par exemple, nous, on a à Tiznit, on a un très très grand, moi je dirais que c'est un Raïs, on a un très grand poète, il a 25 ans, je pense 30 ans, il a fait un opéra en Tash el-Hit. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ça mérite d'être reproduit encore et d'être vu à Paris et ailleurs. Ça compte. Et il l'a fait. Il l'a fait. Donc ça s'est fait dans le cadre du festival Timitar il y a 2 ans. Moi, je suis époustouflée. Donc je vous dis, il faut plutôt être dans la construction de ce qu'on est que être contre des ennemis de toute façon. Il n'y a pas... Enfin, aujourd'hui, nous, au Maroc,
moi, je pense que pour construire la vie, il ne faut pas chercher des ennemis ou être paranoïaque. Il faut faire. Et quand on fait, qu'on a du résultat, eh bien, les choses sont là. Non, je pourrais répondre, néanmoins, je ne veux pas engager le débat sur cela, mais c'est quand on interdit à des femmes de se tatouer, etc., cela a une signification aussi. Hein. J'ai vu tout récemment une émission sur la 5 en France. Je ne fais pas de révisionnisme, mais je dis aujourd'hui, soyons positifs et prenons... et faisons en sorte que ce qui existe perdure, plutôt que de pleurer des larmes de crocodile sur des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Vous avez la chance, vous avez la chance de travailler directement et de participer, donc pour revenir un peu sur l'architecture, et le débat serait aussi très intéressant à notre terrain. Mais c'est un travail participatif, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec les gens, et ça c'est dur, c'est très difficile. Comme c'est un premier entretien que nous faisons, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer par ailleurs. J'aimerais beaucoup en fait profiter de vos connaissances autour de l'architecture et plutôt que d'engager un débat sur la sociologie, rapport pouvoir, Imazirne, etc. Ce qui m'a intéressé de comprendre en lisant vos livres, c'est que vous dites la chose suivante, hein, je résume un peu le contenu de vos livres. À qui sait regarder, le rite, le sacré est partout sur ces territoires imazirones, notamment dans ces constructions. Notamment à l'intérieur d'un détail dans une construction, mais qui en réalité est un détail déterminant, la porte, par exemple. Donc, Thabourt. Quelle fonction... Thagourt, nous on va dire. Voilà, Thabourt. Quelle fonction occupe-t-elle dans ces citadelles, dans ces igouder? Donc, à ne pas confondre en kabyle avec Igouder, Igouder. Donc, il s'agit bien de là de Ayavir et Igouder. Donc, les greniers, les portes ornées. Et j'ouvre une petite parenthèse, parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais nous avons fait une digression. Parmi les innovations que vous apportez d'un point de vue de l'approche méthodologique, vous dites, on parle de décor, et vous dites, non, il ne faut plus parler de décor, il faut parler d'art. Alors, que nous apprennent ces portes, ces arts décoratifs sur les portes, sur l'art et sur l'imaginaire des Imazirones? Vous voyez tous ces mots, décor, art mineur, art majeur, quand on les étudie, on se rend compte qu'ils sont beaucoup trop impuissants à donner une totalité. Moi, j'avais fait des travaux où très tôt, dès les années 96, 17, 18, au moment où se constitue d'ailleurs le musée du Quai Branly qui n'a pas de nom, où il y avait cette question avec toute la polémique des arts premiers. J'avais dit, il faut étudier cette civilisation de l'intérieur et ne pas avoir, là encore, un outillage mental qui nous vient de l'extérieur. Donc, décor, comme zouaq en arabe, mais qui est le même mot qui est utilisé dans les... on se rend compte, si vous voulez, que ce n'est pas du décor. Qu'à chaque fois, le ma'allem ou la ma'alma, mais c'est souvent la ma'alma d'abord, ils ont à cœur de protéger la hurma. Et je ne vous apprends rien, tout ce que je vous dis, c'est une évidence. Encore faut-il en avoir conscience, en fait. Vous avez dans la maison, ou sous la tente, ce qui compte le plus. Et c'est pour ça que je vous dis, revenons aux essentiels. Et vous avez ouvert avec ce grand poète, et j'ai parlé d'autres poètes comme... Vous avez parlé de Mohamed Khayruddin aussi. Ou Mririda, ou d'autres gens comme ça. On est dans un hymne à la vie. Et quand vous êtes dans ces maisons, et que vous êtes dans la vie quotidienne, je veux dire quand vous passez du temps, quand vous passez des mois et des mois dans ces régions, quand vous êtes bloqué par la neige ou par une crue ou par la route qui est partie ou des choses comme ça, et vous recevez des leçons de vie. Moi, on s'étonne souvent de mon parcours où je ne fais pas assez fructifier, etc. Et moi, je n'ai pas une approche de businesswoman. Ce qui m'importe, c'est de sauver moi je dis cette civilisation parce que c'est au-delà de la culture. Et si vous voulez, cette civilisation, elle a toute cette culture matérielle dont on parle, mais
elle a aussi tout ce qui explique pourquoi elle est là. Donc la hurma, c'est la vie, c'est la femme, c'est les enfants. Et quand vous avez des enfants, vous comprenez, c'est votre bien le plus précieux. Donc, on fait attention à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Alors, quand on dit le terme prophylaxie, qui est un terme qu'on utilise beaucoup aussi en médecine, c'est très intéressant. Et si vous avez, et j'en suis sûre, vous deviez avoir une grand-mère, ou vous avez sans doute une grand-mère formidable, comme moi, ces grand-mères-là, elles nous apprennent des choses d'ordre métaphysique, mais très important. Protège-toi, couvre-toi, fais attention. Et donc, on met la porte. Il y a le mraya. Le mraya, c'est ce capteur du mal qu'on renvoie. Il y a tizerzay. Tizerzay, c'est les fibules. Les fameuses fibules, qui sont figurées, qui sont le triangle. Et là, moi, j'attends les travaux d'une archéologue qui travaille sur des fibules qu'elle a trouvées gravées sur des pierres, aux côtés de gravures rupestres. Donc j'attends de voir un petit peu tout ça, car... Dans quelle zone, pardonnez-moi? La zone, c'est le Haut-Draa. Donc c'est plusieurs sites. Elle va publier, et je vous tiendrai informé si vous le souhaitez. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que ce signe, qui est un signe qu'on a de toute façon, nous qui avons un peu de culture, qu'on va mettre en lien avec les déesses mères, etc. Mais évidemment que tout ce qui concerne la fertilité, la fécondité, toutes ces notions, elles sont extrêmement importantes. Donc à chaque fois, on va mettre ce signe pour aussi protéger. Donc il s'agit toujours de protéger la vie, fécondité, vie. Ce sont des sociétés agraires. Donc, en l'occurrence, pour cette société agraire que j'ai étudiée, pour moi, si vous voulez, et il faudrait y avoir aussi, enfin, il faudrait qu'il y ait des travaux dans les villes également, mais pour les sociétés que j'ai étudiées, à chaque fois, il s'agit de ça. Et quand j'ai discuté, par exemple, les Idrarines d'Imintatelt, c'est chez les Shorfa d'Imintatelt, les Idrarines, aujourd'hui, elles mettent la fibule, mais à l'origine, elles mettaient d'autres signes. Alors, il y a un autre chercheur qui prétend que ce sont des figures anthropomorphiques, etc., et qui les rapproche d'une représentation humaine. Moi, je dirais que c'est plus la question, si vous voulez, d'une protection, mais pleine et entière. Et je pense, et vous avez lu des travaux de Camps, ce qui nous fascine toujours, c'est que on retrouve cette permanence, comme il disait, qu'on retrouve ces signes depuis des temps immémoriaux, depuis le néolithique, jusqu'à aujourd'hui. Et sur une zone géographique très importante. J'en parlais donc avec le commissaire de l'exposition, donc Björn Dahlström, il y a quelques jours de cela. L'une des choses les plus surprenantes, évidemment, en ayant un regard transrégional, on se rend compte de la cohérence et de l'unité de ces cultures timazirines qui deviennent Idlus Amazir ou Idlus Imaziron, une véritable culture unique avec évidemment ses variantes, une civilisation, ses sous-ensembles. Une civilisation qui remonte à très très loin et une civilisation dont on savait qu'il fallait que perdure un certain nombre de choses dans une généalogie qui est souvent féminine. Quand vous allez dans le Rif, aujourd'hui encore, les femmes continuent. Il y a eu une très belle exposition qui était au Quai Branly. C'est sur Avray. Voilà. Donc vous avez comme ça des femmes qui revendiquent leur contemporanéité et qui sont traversées de ça. Moi, quand je on me téléphone, je griffouille, je fais des signes qui appartiennent à cet ordre culturel-là. Alors, vous soulevez un sous-problème en fait en parlant de vos griffonnages. Est-ce que dans un contexte culturel, civilisationnel, donc qui est le nôtre, est-ce que l'artisan peut devenir un artiste ou bien on va dire les contraintes formelles, vous voyez, ou les contraintes sociales dans des choses qu'on plaque d'un lieu à un autre.
Oui, mais cela pose non seulement donc un poète. Il y a la question il y a la question de l'identité sociale et puis il y a la question de ce que vous appelez vous-même l'identité personnelle. Si je pose ces problèmes, c'est parce qu'ils sont posés dans vos livres. Hein. Donc comment un artiste peut-il émerger à l'intérieur de ces groupes-là? J'entends l'artiste qui dessine et qui grave, qui décore. Moi, je crois, encore une fois, qu'il y a deux choses. Si vous avez, par exemple, une personne qui dessine, une malma, un mallem, qui fait des choses, il est de toute façon artiste, créateur. Car artiste, c'est d'abord être dans la poésie, la création, la fabrication. Et ensuite, vous rentrez dans autre chose qui serait un marché de l'art. Ça, c'est qu'on a changé de lieu de vie. Oh. Si vous êtes dans une vie, comme jadis, on faisait appel à des malem, par exemple, pour l'art des plafonds, etc. C'était des gens très connus. On savait, par exemple, sur l'anti-atlas, la tribu des Etihia, c'était les plus savants, ceux qui faisaient les portes les plus... Mais ils avaient aussi des orfèvres bijoutiers merveilleusement adroits. Donc, si vous voulez, c'est des artistes à part entière. Bien sûr, non, j'excluais la notion, mais après, les transactions financières. Voilà. Car si vous le savez sans doute, par exemple, oui. Dans la société kabyle, il était interdit à celles qui fabriquaient donc la poterie, qui décorait, il était interdit de la vendre. Ce que faisaient ces femmes, c'était de les offrir, toujours de les offrir. Donc c'est pour dire il y a de très beaux textes de Van Gennep qui racontent quand il part à la recherche des poteries en Algérie. Je ne sais pas si vous connaissez ces textes, où il décrit plein de choses de cet ordre-là. Je pense aussi cette question du sacré. On confond aujourd'hui sacré et religieux, si vous voulez. Aujourd'hui, on plaque tout le temps notre époque, qui est une époque, je veux dire, on n'est plus, non, ça n'a rien à voir. Si vous voulez, vous, nos grands-parents, par exemple, où qu'on soit, hein, bon, moi, je veux dire, mes grands-parents, ils étaient paysans. Donc, nos grands-parents, ils sont... Comment dire ça? Je ne sais pas comment expliquer ça. On a fait en 50 ans, on est allé très vite. On est sorti en quelques décennies. On est sorti d'un mode de vie, on est passé à un mode de vie tout à fait différent. Et on voudrait comparer ces deux modes de vie qui n'ont rien à voir. C'est impossible. Non, je parle vraiment que des sociétés timazirines. Oui, mais aujourd'hui, les sociétés timazirines, elles aussi dans le flux d'Internet, de machin, etc. C'est normal. Bien sûr, donc ce qu'il m'intéresse de comprendre, c'est de quelle façon, dans une société, et vous parlez, donc ça va être l'objet de la prochaine question, dans une société qui comporte beaucoup de rites, comment un artiste peut émerger, comment il peut investir sa personnalité, son individualité, sa singularité. Ça ne va passer que par la reconnaissance des autres. Dans un contexte qui exige de lui une maîtrise des rites, des rites graphiques et des gestes rituels. Une ma'alma, elle est reconnue par ses pairs, par toutes les autres. Et elle obtient son statut à un moment où tout le monde est subjugué. Tout le monde sait que. Ça n'est même pas Ma'alma. Voilà, elle sait. Tamhart, la femme, elle sait. Ils vont indiquer telle, elle sait. Quand vous dites Ma'alma, c'est dans le sens de Thamousni Finisnen. C'est ça. Mais nous, au Maroc, on dit aujourd'hui, même pour le tissage, on va dire Ma'alma. Voilà, c'est un terme qui nous vient de l'arabe en effet. Et il n'y a pas eu un travail d'analyse pour redonner un terme, je parle dans l'usage courant, je ne parle pas au niveau académique. Donc, une femme qui est reconnue, qu'elle soit en pharmacopée, parce que là aussi c'est pareil, on va aller la voir parce qu'elle a sauvé un tel, parce qu'elle a acquis, parce que son grand-père il était lui aussi très fort, parce que. Donc elle a un mérite, elle a quelque chose de particulier et donc on va la voir parce qu'elle est ce qu'elle est. Moi j'allais assister, j'ai assisté à plusieurs reprises à un moussim dans le Tamanart avec une femme extraordinaire
qui était celle qui mettait les rites en mouvement, etc. Cette femme, maintenant, elle est très malade en ce moment. Il est évident que tout ce qu'elle mettait en scène va disparaître avec elle. Et je pense que là, on met le doigt sur la fragilité de nos sociétés. C'est-à-dire que nos sociétés, aussi, à un moment donné, elles reposent sur des êtres. Et ces êtres, eh bien, un jour, ils peuvent disparaître. Et avec eux va disparaître un pan de quelque chose. Même si elle continue à tenir, comme disent les gens, le fil blanc qui lui vient de très loin et qu'elle va donner, ce flambeau, elle va le donner à d'autres, qui ne seront pas spécialement ses enfants. Bien sûr. Ce qui pose la reconnaissance. Ce que pose une nouvelle fois, ce qui pose le problème de la reconnaissance de l'individu par son groupe ou par un groupe plus large. Vous-même, vous êtes une femme et vous êtes d'une certaine manière aussi, à votre façon, héritière de ces pratiques, dans la mesure où vous sauvegardez, vous travaillez à sauvegarder donc ces sites, Igouzer ou Tirarmafin. Ce qu'il m'intéresserait de comprendre, vous-même vous participez donc à un rite de préservation, carrément un rite, un rite de préservation. Alors, je suis pas sûre. Vous ne participez pas, à un rite aussi de célébration de cette culture. Ah oui, si vous le voyez comme ça, c'est très joli. On rend hommage. Oui. Je pense que quand on est dans l'action, on rend nécessairement hommage et on est tout en humilité. Mais en même temps, on est dans l'action. Alors qu'un rite, il y a toute une comment vous dire ça, tout un travail très sophistiqué avec un début, une fin, des paroles précises. Je n'ai jamais analysé mon travail de cette façon-là. Vous me le suggérez, je vais y réfléchir. Mais je ne crois pas qu'un individu puisse tout seul faire une société, vous voyez. Et je pense que ce qui serait très beau, moi j'ai essayé toujours. Par exemple, on avait travaillé sur Amtsi, sur les greniers de Aguelouy, la première fois, quand le pan du grenier est tombé et qu'on a discuté avec avec les inflesses. Donc les gens se sont réunis, il y avait chaque représentant, et les inflesses ont dit on va. Moi, je vais apporter l'eau, moi, je vais apporter le bois, moi, je vais apporter la pierre, moi, je vais donner de... Donc, si vous voulez, quand tout ça s'est mis en branle, c'était pas un rite, mais c'était un hommage aux aïeux, et la motivation profonde des gens, ils le disent toujours, c'est toujours notre aïeul, nos grands-parents. Toujours, ou bien... si vous voulez, il y a toujours l'idée de l'ancêtre. Et quand là, j'ai eu un prix international, il y a eu des caméras, on est allé voir les maçons, les maîtres artisans avec lesquels je travaille, et tous, ils ont dit, on ne pensait pas qu'on était digne de nos grands-pères et qu'on pouvait faire aussi bien. Et quand cette dame est venue et qu'on a travaillé avec elle, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire aussi bien que nos grands-parents. Et je crois que ça, et vous sans doute vous rencontrerez ces hommes, Arte est venu il n'y a pas longtemps pour les filmer, je crois que si vous voulez, quand on vous dit ça, c'est plus puissant que tout. Parce que ça veut dire que ça ne mourra pas. Ça veut dire que le flambeau, qui passe à la fois par des techniques, vous l'avez dit, et par aussi des paroles, eh bien, elles ne mourront pas. Mais, je vais vous dire, pour le Pisé, moi je me souviens en 92 ou 80, je ne sais plus quelle année c'était, de Malmine qui travaillait dans le Pisé, on appelle le, par hommage au coffrage, le, eh bien il m'avait raconté, enfin j'avais vu, et il m'avait dit qu'ils avaient toujours vu ça de leur père, et ils faisaient leurs ablutions avant de monter. Et quand vous lisez tous les textes de la littérature consacrée, vous savez bien que quand on construit, on se met sous le regard de Tout-Puissant. Donc là, on peut parler de rites. Après, chacun a ses rites. Et il faut se méfier des rites reconstruits
à la faveur d'un festival, comme cela se fait aujourd'hui, et ça sera sans doute l'objet de la discussion qu'on a ce soir à la Fondation dans le cadre du cycle des conférences, un rite qui, par exemple, va se faire pour le jour du premier de l'an, enfin, eh bien, le jour de l'année, comme ça se fait beaucoup maintenant, eh bien, ça ne se fait pas du tout comme autrefois, évidemment. Ça se fait en ville. Parfois, c'est pas de l'orge, c'est du blé. Saurons-nous distinguer l'orge du blé si on ne sait pas vraiment? Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il y a aussi aujourd'hui, par nos sociétés qui sont des sociétés instruites, on va dire, des sociétés alphabétisées, il y a aussi tout un travail de reconstruction. Donc, ces gens qui sont dans la reconstruction, ils sont aussi en quête d'un âge d'or. Et ils sont à la recherche d'un âge d'or. Est-ce que cet âge d'or a déjà existé? Mais c'est le principe du mythe. C'est ce que expliquent aussi, les grands spécialistes des mythes. Mais le mythe et en fait, le rite va tenter de revivre la gloire des premiers commencements. Et c'est aussi ce qui fait qu'on refait et qu'il y a cet éternel retour, pour citer un des plus grands qui aurait travaillé, Mircea Eliade. Alors, dans cette tentative de recherche des glorieux ancêtres et des commencements majestueux, c'est l'objet de l'article que vous avez donné en contribution au catalogue de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Il y a le rite du mariage et vous évoquez donc un voile particulier qui est posé sur la tête de alors, lors du mariage, il y a toujours cet adrar qui est posé, qui est une pièce absolument magnifique et qui avait fait l'objet, il y a quelques années, d'un commerce extraordinaire. Et on va dire, de collectionneurs qui sont allés acheter ça pour une bouchée de pain et qui l'ont revendu à des prix pas possibles. Alors quand on voit ces merveilles, c'est vrai, ça suscite l'interrogation. Ayour, tout de suite, elles m'ont dit Ayour. Et elles m'ont rien dit de plus au début. Et quand j'ai discuté à peu près avec 50 personnes. Et un jour, elles m'ont dit, tu vas aller chez la Sherifa une telle et elle va t'expliquer. Après, c'est caché. Quand elles vont refaire au moment du mariage, etc., cette merveille, et on ne la voit plus. Elle est dans la coiffure, elle est dans la coiffe. Vous expliquez qu'il y a une série de voiles. Ce n'est pas un voile, plusieurs voiles. Et c'est cette façon de préparer la mariée qui est importante. Alors ça pose question, on discute, etc. Et un jour, elles vous disent, mais regarde cet objet, ma fille. Il est posé là, et on remet ça comme ça. Et il y a cette fameuse lune. La lune, c'est 28 jours. C'est le cycle féminin dans toute sa splendeur. Et en même temps, Ayour, c'est vraiment la fertilité. On ne peut pas dire autre chose. On le sait pour d'autres mythes. Et on a Tissoura. Tissoura, c'est quoi? C'est la petite chose qui accompagne Tissoura. Et là, on a Tesserut. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, Tissoura, Tesserut, c'est la clé. Elles vous disent, ma fille, la première nuit. La première nuit, on cherche, on trouve. Et si la nuit est heureuse, un garçon naîtra de cette union. Donc, si vous voulez, on est encore dans une histoire au plus haut point importante pour une femme, qui est de donner la vie, au plus haut point importante dans cette tribu d'Imintatelt, qui sont des Sherfa extrêmement importants et qui ont un ancêtre. Moi, j'ai consacré une partie de ma thèse qui ont un ancêtre qui est mort. C'est Mohamed ou Yaqub. Mohamed, pardon. Ou Yaqub. Voilà, c'est Mohamed ou Yaqub. Voilà, c'est Mohamed ou Yaqub. C'est un immense saint, au même titre que Sidi Ahmed ou Moussa, qui était plus proche et qui a été à un moment donné son compagnon, son formateur, ou Sidi Abdel Mbark de Aqa. Donc, si vous voulez, vous avez Ous, Ibrahim du Tamanart, des 4 compagnons.
Et donc, eux, ils sont tous ces saints du 16e Anachorète qui sont partis apporter, etc. Et qui étaient, c'était des démurges, hein, on peut le dire. C'était des saints qui faisaient. Et donc, ces saints, aujourd'hui, ils ont laissé une progéniture. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans la tribu d'Imintetet, dans la tribu de ce saint-là, eh bien, on fait encore Adrar, et on fait très attention pour qu'il y ait Eyur et Tisura. J'explique dans mon texte que ça va plus loin que ça, c'est plus complexe, qu'il y a aujourd'hui d'autres forces sociales en présence, mais que ce qui est important, c'est de savoir qu'à chaque fois, il s'agit de placer la mariée dans la meilleure situation possible et que tout ça fait partie d'un système de protection. Au même titre que les clous de girofle du collier, qui est un grand classique de tous les mariages, et que donc on va faire en sorte que cette femme porte la naissance 28 jours après, Inch'Allah. Il y a vraiment cette idée-là. Pourquoi voile-t-on la mariée? Parce que c'est l'une des scènes une des scènes les plus frappantes que l'on puisse voir dans toutes les aires géographiques de Tamazra. C'est le voilement de la femme qui peut être un peu effrayant. Et vous donnez en fait une réponse toute simple dans l'article que vous avez rédigé. C'est simplement pour la protection. La protection. Vous imaginez bien que la dame qui reçoit à ce moment-là toute la charge, qui souvent, je décris mais je ne rentre pas dans les détails, passe d'une tribu à l'autre, il y a tout un travail. Souvent, il est mimé qu'elle était enlevée. Cela veut-il dire qu'elle était enlevée ou pas? De toute façon, c'est un rite de passage, c'est un arrachement. Elle est arrachée à sa fratrie, elle est arrachée à sa famille. Voilà. Vous expliquez qu'il y a 3 étapes dans le processus de séparation. Et de toute façon, du moment que vous vous mariez, vous n'êtes plus la même femme. Et le jour où vous enfantez, vous êtes encore une autre. Et vous accédez à un statut encore différent. Et ça, je crois qu'on parle aujourd'hui, dans le monde occidental, des femmes qui n'arrivent pas, qui sont infertiles, etc., où il y a une violence à leur égard. Dans nos sociétés, être infertile, c'est-à-dire ne pas être capable de donner la vie, quelque part, c'est quelque chose qui brise ce système. Et donc, c'est vraiment le canard boiteux. C'est vraiment la pire calamité qui puisse arriver, puisqu'on est dans cette histoire de fertilité, de vie, etc. Et il faut que ce cycle ne soit jamais interrompu. Pour revenir à cette question du voile... C'est pour ça qu'Ayour, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est la lune bénéfique, mais la lune ne s'interrompt jamais. Et je crois qu'on ne prête pas assez attention... elle revient toujours. Elle revient toujours à ces cycles et aussi à ce qui fait qu'il y a un recommencement perpétuel. C'est une identification ou une projection du corps humain, de son activité, de l'imaginaire qui se constitue autour de ce corps, une projection sur le cycle cosmique lui-même. C'est cela, donc c'est une forme d'union, d'unité avec l'univers. De toute façon, je dis cela avec nos mots. Toutes les civilisations agraires sont en symbiose avec le cosmos. Je n'apprends rien, tout ce que je vous dis là, c'est... C'est important de le dire. La preuve, cette question du voilement toute simple, je dois vous avouer que j'ai posé des questions à beaucoup de gens qui n'ont pas été capables de me répondre, et vous répondez très simplement en disant, en fait, il s'agit de le visible, en passant du visible à l'invisible, d'empêcher le mauvais œil simplement. Vous savez, moi je vais vous dire, frapper. Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, j'étais très jeune. Et je me disais, l'œil de l'envie, qu'est-ce que c'est que ça? Où j'ai discuté avec les femmes de la famille et je me disais quand même, elles exagèrent. J'ai même eu des gens un jour, quand je faisais une conférence, qui m'ont dit « Ah là là, cette superstition, comment vous pouvez en faire l'écho ?» Et puis en vieillissant et en ayant de l'expérience, en travaillant ici et là, je me suis rendu compte que cet œil de l'envie, il est présent tout le temps, quoi que vous fassiez. Et que c'est un fait social. Après, là j'emploie des mots très... d'un point de vue anthropologique, peut-être trop fort. Mais c'est un fait qui est là. Et donc, on ne peut pas faire sans. Par contre, on peut s'en prémunir pour être bien, pour être bien. Et si vous... Moi, j'ai passé, je vous dis, en tout 24 ou 26 mois, enfin 30 mois, très longtemps dans ces régions. Donc, je suis ressortie transfigurée. C'est-à-dire que j'ai eu une vie vers l'essentiel, vers ce qui fait
que pourquoi on choisit ça et pas ça. Mais le regard est très important parce que cela me fait penser que vous évoquez ailleurs l'idée que lorsque les gens, je reviens là aux citadelles et aux greniers, lorsque les gens vont ranger leurs effets personnels précieux ou leur blé, etc., les autres font en sorte de ne pas regarder. Donc une nouvelle fois, le regard, l'œil est un élément déterminant de l'organisation sociale, de cette notion de thismine, de l'envie, etc. On est là-dedans tout le temps. Et en plus, pour ce qui est du grenier collectif, on sait, puisque là on a pour le coup des textes, dans le Taluht, il est écrit, tu rentres, tu regardes par terre, tu vas jusqu'à ta porte, tu prends ce qui t'in, tu refermes et tu repars. Et il est très... Enfin, il était interdit d'y passer la nuit, et parce qu'il y avait un risque de vol. Et il y a après plein d'articles très intéressants où il faut faire très attention à ne pas savoir ce que l'autre possède. Et je pense que cette question-là, elle est finalement, c'est des vérités humaines aussi, je dirais, du quotidien. Sauf qu'elles sont sacralisées. Alors, elles sont sacralisées. Mais elles prennent un tour magique. Magique, c'est un mot connoté. D'accord, c'était neutre de ma part. Il n'y avait pas de dimension polémique ou négative. Mais il y a une dimension un peu méprisante, en effet. Non, ce n'est pas le cas de... Oui, non, pas du tout. Je dirais qu'il y a une question qui est sur le mystère de la création qui nous dépasse tous. Et donc, à chaque fois, on va se parer, on va mettre des bijoux, etc. Voilà, pour être belle, bien sûr, pour être tout ce que vous voulez, mais aussi en craignant le pire et en conjurant un mauvais sort qui peut être là. Mais c'est cela, sans doute, cette spiritualité ou la spécificité de cette spiritualité, c'est qu'elle investit tout objet, toute chose, vêtement, partie du corps, elle l'investit d'esprit ou de spiritualité ou d'âme. Toutes les sociétés agraires, quelles qu'elles soient, et malheureusement, il faudrait qu'il y ait plus de rencontres avec d'autres régions du monde, où là, les gens seraient fascinés par les points communs. Toute société, à chaque fois, se sacralise et se... Oui, comme le rite, par exemple, que vous décrivez, si je me souviens bien, autour de Mohamedou Yacoub, l'arbre autour duquel on attache des petits morceaux de soie, si je me souviens bien. Alors, les ex-voto, il y en a partout. Voilà, qu'on retrouve ici, en Chine, en Amérique du Sud. Donc là-bas, en Bretagne, et vous avez l'arbre autour de Merlin, avec des petits nœuds et des ex-voto et de gens qui ont fait des vœux. Donc voilà, de l'Asie en passant par les Amériques, en revenant dans notre contrée berbère, Imaziren, on retrouve cette question-là. Salima Naji, Tanmir Famqorant, Emit Qverdat Msley Yevna, دروس أكني سينا ومذياز أيجد النير زول وما غيمذيم في سلن أطاسي سلن إدي قران إقلاق فوي قلاق المسلاي يذم نسرم سيار زداف أتيلي تمريلي نير يذم ثانمير ثم قران تميد مسلاي يذنا أرتيكل النظام نجاي ونتلويث تنمير مرحبا.